On va commenter notamment, je dis bien notamment, une image, on peut la revoir, cette image. Il s'agit du plus grand porte-avions du monde. On a l'image depuis ce matin, ça s'est passé hier. Regardez, il est en Méditerranée, c'est officiel, avec son armada. Et il se dirige vers les côtes iraniennes. Pourquoi on vous dit ça? Parce que peut-être que Donald Trump sera tenté de faire passer cet échec dans une guerre face à l'Iran et de passer de la menace aux actes. On va se poser la question. Mais d'abord, écoutons justement le désarroi du président américain. La Cour suprême a déclaré que je n'avais pas le droit de faire payer ne serait-ce qu'un dollar. Je ne peux pas faire payer $1 à un pays dans le cadre de l'IEPA. Je suppose que c'est pour protéger les autres pays. Cela a dû être fait pour protéger ces autres pays. Certainement pas les États-Unis d'Amérique, qu'ils devraient avoir intérêt à protéger. C'est ce qu'ils sont censés protéger. Mais je suis autorisé à interrompre tout commerce ou toute activité commerciale avec ce même pays. En d'autres termes, je peux détruire le commerce, je peux détruire le pays. Je suis même autorisé à imposer un embargo qui détruit un pays étranger. Je peux faire tout ce que je veux, mais je ne peux pas facturer $1. Et non, alors on peut revenir bien évidemment sur ce désarroi du président américain, Sylvia, mais puisqu'il peut détruire un pays, renverser un régime, eh bien il peut compter sur une armée qui ne cesse de grossir. On va manquer de place bientôt en Méditerranée. Oui, l'armada effectivement déployée au Moyen-Orient, elle est impressionnante. C'est la plus grande puissance aérienne dans la région depuis l'invasion de l'Irak en 2003. C'est ce que nous détaille le Wall Street Journal. Et c'est un tiers de la marine américaine qui cerne l'Iran. Un second porte-avions, on l'a vu il y a quelques instants, est en route. Le voici passant le détroit de Gibraltar sur ces images. L'USS Gerald Ford, le plus grand du monde, chargé d'avions d'attaque, de guerre électronique, à 90 appareils à bord. Il devrait arriver d'ici 2 jours dans la zone. Ces derniers jours, effectivement, on a vu des dizaines d'avions de chasse, d'appareils de soutien voler depuis les États-Unis et l'Europe vers des bases en Jordanie et en Arabie Saoudite. Ce sont les données de suivi de vol qui nous l'indiquent. Il s'agit notamment, on va le voir sur cette image satellite, de la base de Mouafaq Saïti en Jordanie. Des F-13, des F-35, des F-15, des F-16 sont sur place. Près de 60 appareils selon ces images satellites, dont des avions de reconnaissance. Mais ça évolue puisque ça continue d'arriver. Le déploiement des chasseurs de pointe se poursuit au Moyen-Orient avec des ravitailleurs aussi au sol et les appareils de coordination, sans oublier les systèmes de défense aérienne qui ont été déployés dans la région ces dernières semaines. Et sans oublier, s'il y a tout ce qu'il y a déjà dans la région. Oui, la marine américaine déploie actuellement 13 navires au Moyen-Orient et en Méditerranée, dont le porte-avions Abraham Lincoln et ses 9 destroyers capables de se défendre contre les missiles balistiques. Objectif, donner la possibilité aux États-Unis de mener une guerre longue, loin de la frappe qu'elle a effectuée effectivement en juin dernier contre 3 sites nucléaires iraniens. Et toutes les armes, Christophe, ne sont pas déployées au Moyen-Orient. N'oublions pas non plus la précieuse base américano-britannique de Diego Garcia. Elle est située là-bas, effectivement, dans l'océan Indien, d'où partent les bombardiers furtifs B-2, ceux-là même qui ont mené des frappes contre les Houthis au Yémen l'an dernier. Juste pour vous donner un ordre d'idée, lors de l'opération en Irak en 2003, les États-Unis avaient déployé 863 appareils au Moyen-Orient. En 1991, pour Desert Storm, 1300 avions avaient été mobilisés selon le magazine Air and Space Forces. La situation, elle est différente aujourd'hui. Bien sûr, pas de force terrestre. Les États-Unis sont seuls, sauf si Israël les rejoint. L'Arabie Saoudite, les Émirats ont décidé d'interdire le survol de leur espace aérien. C'est pourquoi une grande partie des avions de combat sont en Jordanie. L'armée de l'air est bien plus réduite aussi, mais il y a la technologie militaire, effectivement, qui a fait des bons géants. Merci beaucoup, Sylvia. Absolument impressionnant. Un tiers de la marine américaine, du jamais vu depuis l'Irak. On sera en Israël avec nos envoyés spéciaux parce que vous verrez qu'Israël ne lâche rien. Mieux encore, je pense qu'on tape sur l'épaule de Donald Trump en disant c'est peut-être le moment d'y aller. Ça fait beaucoup de matériel, général. C'est un beau défilé. Ah ben ça, je me doute. on a un peu tous les types de matériel ultra moderne et un peu moins moderne de l'armée américaine. Et un peu partout.
Et un peu partout, c'est-à-dire que petit à petit, ça se rapproche autour de l'Iran. On a une sorte de NAS qui se met en quelque sorte en place, aussi bien à l'ouest qu'au sud, et à l'est pas trop, mais au sud, voilà, si on peut dire Oman, sud-est. Donc petit à petit, ça se resserre. Petit à petit, les porte-avions arrivent avec les équipements. Petit à petit, toutes les livraisons se font sur les différentes bases en munitions et autres équipements supplémentaires. On oublie souvent aussi, pardon, je vous laisse finir, mais qu'il y a des choses sous les bâtiments. Il y a des sous-marins nucléaires. Ah ben les sous-marins, oui. Alors on ne sait pas combien là, il n'y a pas eu de communication sur les sous-marins. Il y en a quoi en général, juste? Je m'adresse aux militaires. oui. Sous un... Nous, c'est quoi? Sous le Foch, c'est quoi? C'est 2? Non, c'est un. C'est 1? Normalement, un groupe aéronaval comprend un sous-marin, mais c'est pas en dessous, c'est loin devant. Non, mais quand je dis en dessous, bah oui. sous la mer. Il fait du renseignement. Il protège aussi. Il protège, il fait aussi il a des moyens de détection et il a une capacité de frappe. Alors, les sous-marins nucléaires d'attaque américains ont des Tomahawk à Je bord. crois que c'est 150 ou 160, 140 ou 150 Tomahawk, je crois, par sous-marin. Peut-être, sauf que c'était moins, mais on va vérifier, on vous dira. Non, mais ça fait beaucoup. Le but, c'est qu'ils peuvent arriver. Enfin, en gros, actuellement, si on estime avec les destroyers, les 12-13 destroyers qui sont donnés sur les cartes dans cette zone-là, en Méditerranée ou en Oman, sachant qu'un destroyer, c'est environ 50 à 70 Tomahawk, multiplié par 12 par 13, ça vous fait 700-750 Tomahawk capables d'être envoyés à 1500 km avec une précision de 10 mètres. Donc, déjà, avec cela, c'est un 10 moyen... mètres 10 mètres. Ah oui. Oui, donc on peut discuter. Voilà. À 10 mètres, on peut discuter. On peut discuter. Oui. On discute beaucoup, même. Donc, on a cette capacité de frappe à distance. On a cette capacité de frappe, évidemment, par les avions avec les ravitailleurs dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a quand même, pour moi, des limites. La première limite, c'est que la géographie de l'Iran, c'est tellement vaste que tous les appareils aujourd'hui à la disposition des Américains, à mon avis, ne permettraient pas de frapper l'ensemble de l'Iran, quelles que soient les cibles. Mais on en a besoin. Enfin, ils en ont besoin. Rappelons-nous, Khamenei, il me semble bien qu'il avait un bunker bien placé, identifié au nord-est de l'Iran. Et si on regarde le kilométrage, y compris par la voie aérienne, on voit mal aujourd'hui comme on voit même pas un Tomahawk qui arrivait, et encore moins un avion. Sauf peut-être s'il y avait un avion ravitaillé en vol au-dessus de l'Iran, ce qui me semble peu probable. Donc à date d'aujourd'hui, il y a une partie de l'Iran qui n'est pas destructible, je dirais, par les forces américaines. En revanche, tout ce qui est à l'ouest de Téhéran, tout ce qui est au sud de Téhéran, est à portée de tir. Voilà. Est-ce qu'ils auraient besoin, ces Américains, de détruire une grande partie de l'Iran? Je suppose qu'il y a des cibles. On peut y revenir. Je crois qu'il y a eu quelques indiscrétions indiquant que les cibles avaient bien évidemment été identifiées et qu'elles pouvaient être militaires, religieuses. En fait, les dirigeants avaient une petite tache rouge sur le milieu du front. En fait, toutes les options sont sur la table. Aujourd'hui, ce qui est proposé à Donald Trump par le Pentagone, c'est différents scénarios. En effet, de frappes extrêmement ciblées sur le nucléaire. Mais bon, ça, on a vu, c'était ce qui s'était passé en juin. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, manifestement, ça n'a pas suffi à éradiquer le programme nucléaire. En effet, viser aussi le programme balistique, viser les structures de commandement des gardiens, viser même, en effet, les personnalités du régime. On pense évidemment au guide suprême. Tout ça est sur la table. Et d'ailleurs, c'est ce que relayait la presse américaine ces derniers temps. C'était qu'on n'était plus du tout dans le même scénario que justement la guerre des 12 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est même proposé d'autres options à Trump, y compris l'envoi de commandos au sol pour aller récupérer le fameux matériel nucléaire ou détruire certaines installations qui sont trop enterrées. Aujourd'hui, Donald Trump se met en position d'avoir toutes les options et de pouvoir choisir ce qu'il a décidé de faire. Est-ce que la décision est prise aujourd'hui ? Ça, on ne le sait pas encore. Le renseignement militaire sera absolument clé aussi dans les prochains jours, parce qu'il y a aussi des moments où peut-être certains justement chefs militaires, chefs religieux peuvent être parfaitement identifiés, et à ce moment-là, ça peut aussi pousser Donald Trump à agir. En fait, on ne sait pas aujourd'hui si toute cette mobilisation inédite annonce en effet cette opération imminente ou annonce un énorme coup de pression pour pousser les Iraniens à négocier. Alors, on va parler des négociations et des Iraniens, bien évidemment, dans un instant. Juste, je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat. Vous nous avez dit que l'agenda politique de Donald Trump, discours de l'Union, c'est mardi, bien évidemment. Bon, on y va. Est-ce que
un Donald Trump empêtré dans des affaires, avec une politique intérieure qui ne fonctionne pas vraiment, qui a pris un revers sur ce qui était son arme fatale, est-ce qu'il peut se dire j'ai tous les moyens, donc allons-y. Le va-t-en-guerre est de retour, au moins comme ça on parlera d'autre chose. Ça peut être un argument pour le décider effectivement à frapper, même s'il entretient l'illusion encore d'un accord possible avec les Iraniens, comme les Iraniens eux-mêmes disent d'ailleurs, il y a toujours des discussions. Alors on va voir, c'est très étonnant d'ailleurs, notamment sur le nucléaire. Négocier sur un certain nombre de choses, y compris sur le nucléaire, dont on voit bien d'ailleurs que le nucléaire iranien, ou ce qu'il en reste, est très difficilement atteignable par les Américains, parce que les cibles prioritaires, ce serait... Alors elles ont déjà été frappées effectivement lors de la guerre des 12 jours, ou à la suite de la guerre des 12 jours, mais surtout, ce qui reste et ce qui intéresse le plus les Américains, on ne sait pas trop où c'est. Peut-être que le Mossad le sait, qu'il a transmis aux Américains, mais c'est pas non plus évident. Et en tout cas, ça serait probablement enterré dans la fameuse montagne de la Pioche, qui est au sud de Téhéran. Mais pour le reste, on ne peut pas imaginer, enfin moi j'ai beaucoup de difficultés à penser que Trump en resterait là et ordonnerait à son armada de faire demi-tour après avoir obtenu un accord qui serait de toute façon tronqué, c'est-à-dire ça serait une apparence d'accord, car les Iraniens, sur la question du nucléaire comme sur les autres sujets, sont extrêmement retors, et on a vu jusqu'à présent, au fil de l'histoire, les dernières décennies montrent qu'ils ne respectent jamais ce qu'ils signent. Alors justement, Martine, un Donald Trump vexé, humilié par une politique intérieure, et on le voit, le choix notamment, ou la trahison, si on se met de son côté, de celles et ceux qu'il a nommés, est-ce qu'il pourrait être tenté de se dire je pars en guerre ? Oui, c'est un coup d'accélérateur supplémentaire, bien sûr, et connaissant le côté sanguin du personnage, bien sûr qu'il ne veut pas en rester là. Mais en même temps, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il ne frappera pas, de toute façon. Parce que, oui, demain, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Moi, j'y crois pas du tout. Parce qu'on ne déploie pas une force pareille pour rien, avec les moyens, et les moyens considérables, y compris les moyens financiers, déployés. Et ensuite, ça veut dire quelque chose. Et le fait aussi, le timing, parce que Magali a eu tout à fait raison de signaler le discours sur l'état de l'Union, mais il s'est toujours donné, là, si vous voulez, on arrive petit à petit dans les fameux 10 jours évoqués. Il y a quelques... c'est ça. Il y a quelques heures. Ah, oui, par les 10 par à 15 jours, Trump. il y a quelques heures. C'était, et ces histoires d'accord, il faut être clair et il faut être sérieux. Ce sont des bouts de papier. Je veux dire, quand Jared Kushner et Steve Witkoff demandent à Arakchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, lors des dernières, on ne peut même pas parler de discussion, de fournir quelque chose de concret et tout. Enfin, c'est de la blague. Il n'y a rien qui colle, de toute façon. Donc, si vous voulez, puis il y a une certaine aussi, je sais qu'on va aller en Israël, mais il y a une certaine aussi confiance du côté israélien qui montre que l'allié de Donald Trump, finalement, il est prêt. Et il n'était pas prêt. Il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il n'était pas prêt. Alors, c'est surtout ça, vous avez raison, voilà, Martine, que l'on va voir dans quelques instants. Et on partira en Israël. Alors, c'est un pays prêt, mais c'est surtout un pays qui est d'ores et déjà en état d'alerte. Oui. Donc voilà, qui se prépare à une éventuelle action. Bon, on va revenir quand même sur ces négociations. Alors, je ne sais pas si on appelle ça des négociations. En tout cas, puisqu'il y a une planification de la part des Américains, eh bien, vous allez écouter le ministre des Affaires étrangères iranien. Il a pris la parole. C'est peut-être la dernière cartouche, le dernier espoir pour éviter que l'Amérique frappe. Est-ce que c'est un stratagème pour gagner du temps et peut-être même aussi se préparer à cette éventuelle guerre ? On en parle juste après. La prochaine étape pour moi est de présenter une proposition d'accord potentielle à mes homologues américains. Je pense que d'ici 2 ou 3 jours, elle sera prête. Dans quelques instants, on sera à Téhéran avec Siavosh Ghazi, mais d'abord sur cette déclaration, on parlera de nucléaire. Si quelqu'un comprend, surtout, faut qu'il me dise. Mais sur cette déclaration, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que les Iraniens se préparent pour la guerre ? On gagne du temps, nous aussi.
Je pense que c'est la stratégie iranienne, oui, c'est de gagner du temps dans les négociations. Et on voit que le premier round des négociations n'avait absolument rien donné, le deuxième pas beaucoup plus. Et là, il y a cet ultimatum imposé par Donald Trump d'une dizaine de jours, mais on sait qu'en fait, il ne respecte pas ces ultimatums. On l'a vu d'ailleurs lors de la guerre des 12 jours, que finalement, il avait fini par frappé. 48 heures après, c'est ça ? Oui, alors que, en effet, son ultimatum n'était pas terminé. Et donc là, on a les Iraniens qui tout à coup disent mais non, mais on va rendre une copie aux Américains et on va pouvoir continuer à discuter. Le problème, c'est que pour le moment, le guide suprême, qui est celui qui décide de tout, n'a l'air de vouloir négocier sur rien. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Là, la question de l'enrichissement de l'uranium, est-ce qu'on laisse les Iraniens pouvoir bénéficier d'uranium civil ou pas? Comment est-ce qu'on va contrôler? On voit bien que tout ça est extrêmement compliqué. Qu'en plus, il y a cette pression... Peut-être trop pour Donald Trump, d'ailleurs, vous avez raison. Il y a cette pression israélienne sur... il n'est pas question d'accepter un deal qui ne parlerait que de nucléaire. Nous voulons aussi parler du stock de missiles balistiques. Il y a quand même eu 30 morts en Israël au mois de juin avec et ça, les Israéliens ne lâcheront pas. Nous voulons parler, en effet, des proxys. Et donc, il y a énormément de demandes, de revendications israéliennes. Et c'est vrai qu'on voit mal aujourd'hui, vu l'état actuel, ce ne sont pas des négociations, en fait, de ces discussions. Comment, là, dans les 2-3 jours, tout à coup, comme par miracle, on pourrait aboutir à un deal. Puis rappelons que si c'est juste pour négocier sur le nucléaire, il y avait un accord. Il y avait un accord qu'a déchiré Donald Trump en disant que ce n'était pas suffisant lors de son premier mandat.